Dans un entretien à la chaîne TV5 Monde et au quotidien français Le Monde ce dimanche, Félix Tshisekedi, le président congolais, a affirmé qu'il voulait changer les mentalités contre la corruption en République démocratique du Congo, sans règlement de compte et sans fouiner dans le passé des responsables encore aux commandes. Il a aussi défendu son directeur de cabinet Vital Kamerhe dans l'affaire des 15 millions de dollars qui manquent dans les caisses du trésor public. Je n'ai aucune preuve de sa méconduite, jusqu'ici en tout cas. Je n'ai pas à lui cracher dessus, a-t-il poursuivi au sujet de son directeur de cabinet et allié politique Vital Kamerhe. Le directeur de cabinet est cité en effet sans être nommé dans le rapport de l'inspection générale des finances transmis le 31 juillet au parquet. Selon ce rapport, 15 millions de dollars destinés au trésor public ont été versés sur un autre compte qui a été vidé avec le directeur de cabinet du chef de l'État parmi les 4 responsables. Cette somme correspond à une ristourne de 15% sur 100 millions de dollars versés par l'État aux compagnies pétrolières pour compenser le gel des prix à la pompe. Ce n'est pas une affaire de détournement de l'argent qui devrait aller dans les caisses du Trésor, a-t-il affirmé. C'est une affaire de rétrocommission. L'enquête judiciaire portera sur le fait de savoir si la rétrocommission était destinée aux caisses du Trésor, assure Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier. Il gouverne en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila, qui a gardé une vaste majorité au Parlement, selon les résultats officiels critiqués sans relâche par l'opposant Martin Fayulu. En prélude au grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya pour la fin du mois en cours afin de résoudre la crise dite anglophone, le gouverneur du littoral, Samuel Iva Dibo, a organisé dans sa salle de banquet des pré-consultations dans sa région en vue de remettre les différents avis collectés au Premier ministre John Ngouté. Le mot-clé avec lequel je sors de cette réunion, c'est la sollicitation d'une décentralisation accrue, évidemment qui irait avec la bonne gouvernance, parce que le tout, ce n'est pas de demander des moyens, mais il faudrait faire une bonne utilisation de ces moyens. Nous particulièrement, nous avons mis l'accent sur un problème qui touche notre communauté, et d'ailleurs beaucoup d'autres Camerounais, à savoir le problème de l'état civil et des cartes nationales d'identité. Si cette démarche a drainé beaucoup de monde, mais quelques responsables restent très sceptiques. Le Cameroun se constitue en une famille. À supposer que vous êtes le père de famille et vos enfants ont des problèmes, que faites-vous? Vous convoquez une réunion et les enfants la tiennent sans vous? Je ne pense pas. Nous avons accepté le discours du chef de l'État, mais sauf qu'il n'a pas été conséquent et sérieux dans la pratique, parce qu'en fait, il faut être là pour écouter ses enfants. Parce qu'il est le père de la nation, il est le chef de l'État. Mais il ne devrait pas déléguer le pouvoir comme fut la tripartite. Des divergences de vues qui sont tout à fait normales dans une société plurielle, traversée par différents courants politiques et idéologiques. Pour rappel, le dialogue national, initié par Paul Biya du 30 septembre au 4 octobre de cette année, vise à résoudre la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, théâtre d'un violent conflit armé depuis octobre 2016. Plusieurs hauts responsables burundais s'en sont pris vivement aux évêques catholiques dès samedi après la fuite sur les réseaux sociaux de leur message pastoral qui a été lu dans les églises du pays. Certains évêques devraient être défroqués car c'est devenu une habitude. À la veille des élections, ils doivent cracher leur venin de haine à travers des messages incendiaires, a tweeté samedi Willy Nyamitwe, conseiller principal du président burundais en matière de communication. Ils sont en train d'enseigner la division. Ils accusent les Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir, d'être des tueurs, disent que les militants du CNDD-FDD sont des tueurs. C'est une honte d'enseigner la haine aux fidèles, a déclaré toujours ce samedi le secrétaire général du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, lors d'un meeting. Il accuse ses évêques de chercher à pousser les militants d'opposition à s'attaquer en premier à leur parti. Dans le message lu dimanche, les évêques catholiques ont fait part de leur inquiétude et préoccupation à 8 mois de la présidentielle prévue le 20 mai. Ils ont pointé les violences et les efforts pour étouffer certains partis politiques et persécuter leurs membres, des actes de criminalité qui vont même jusqu'au meurtre fondé sur des mobiles politiques.
Parfois, selon l'Église, les jeunes affiliés au parti CNDD-FDD semblent se substituer aux services de sécurité. Alors que la nouvelle constitution de 2018 le lui permet, le président Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, a créé la surprise en assurant qu'il ne se représenterait pas à sa propre succession en 2020. 21 septembre, journée internationale de la paix décrétée par les Nations Unies, a été choisie par le gouvernement togolais pour détruire à Lomé, devant différentes autorités et couches socio-professionnelles, plus de 2000 armes et munitions saisies auprès des individus. Cette décision des autorités togolaises est soutenue par le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, UNIREC. À chaque fois qu'une arme est détruite, c'est des vies qui sont sauvées parce que c'est des armes qui auraient pu servir à tuer des gens. Et les Nations Unies sont donc heureux de continuer à apporter leur soutien aux autorités togolaises et aux autres pays africains qui sollicitent son appui pour, n'est-ce pas, protéger un meilleur contrôle et au désarmement afin donc d'améliorer les conditions de sécurité. Des réflexions continuent pour des solutions à la question de la sécurité et de la paix qui préoccupent les autorités togolaises. Nous allons concevoir des projets avec la société civile et toutes les couches sociales de notre pays afin de concrétiser ce slogan. Ce mois de septembre où cette opération de destruction des armes et munitions est menée au Togo a été décrété par l'Union africaine comme le mois de l'amnistie, au cours duquel il est demandé aux détenteurs illégaux d'armes de les rendre eux-mêmes aux autorités de leur pays sans risquer d'être arrêtés ou incarcérés pour la destruction afin de préserver la paix, selon le directeur de l'UNIREC. C'est à travers une vidéo datée du 22 septembre postée sur Facebook et abondamment reprise ce mardi par les médias guinéens que le président Alpha Condé a appelé les Guinéens à s'organiser et à se préparer pour un référendum et des élections. Cette vidéo donne encore davantage de corps au projet attribué au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Dans cette vidéo rendue publique, le chef de l'État a aussi prôné la tenue d'élections législatives avant la fin de 2019. Alpha Condé, ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de la Guinée, achève son deuxième mandat en octobre 2020. La constitution actuelle l'empêche d'en assumer un troisième. Plusieurs membres d'un mouvement créé pour s'opposer à un troisième mandat du président guinéen ont été interpellés en avril et mai lors de manifestations émaillées d'incidents avant d'être relâchés par la justice. Alpha Condé, à son poste depuis 2010, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats. Il n'a jusque-là pas lancé une réforme constitutionnelle, mais il a mandaté début septembre son premier ministre Ibrahima Kassori Fofana pour qu'il organise de larges consultations portant en particulier sur la Constitution. Ces consultations, qui doivent en principe s'achever ce mercredi, ont été boycottées par les principaux partis d'opposition. Pour une raison encore inconnue, un camion-citerne a explosé en plein centre de la capitale malienne, plus précisément au quartier dit Badalabougou. Selon les autorités maliennes et des témoins, l'accident s'est produit en deux temps. Tout d'abord, le camion chargé de 14 000 litres de carburant s'est couché sur le flanc à proximité d'une station-service et d'un hôtel sur une grande artère de la commune de Badalabougou. Ensuite, les personnes présentes, dont les passagers d'un bus, sont venus aider à redresser le camion-citerne puisqu'il y avait des gens coincés à l'intérieur. C'est en ce moment que l'explosion a eu lieu. Les passagers du transport en commun qui étaient là, ils sont venus aider le camion-citerne à pouvoir se redresser puisqu'il y avait des gens à l'intérieur du camion-citerne. C'est après cela qu'il y a eu une forte détonation, il y a eu une explosion. Il y a des gens qui ont été brûlés au premier degré. Il y a eu beaucoup de morts et il y a eu aussi des blessés. Le bilan provisoire de cette explosion fait état de 7 morts et 46 blessés par suite de blessures, a indiqué dans la soirée par communiqué le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'enquêtes pour comprendre les circonstances exactes de l'accident et situer
les responsabilités. Alors que ses apparitions publiques restent rares, 11 mois après son accident vasculaire cérébral, la présidence avait annoncé début septembre que le président Ali Bongo était en séjour privé dans sa résidence londonienne où il suivait des examens médicaux de routine mais restait aux commandes du pays. Elle réagissait à un article de l'agence Bloomberg qui assurait, selon des sources anonymes, que le président gabonais avait été hospitalisé dans la capitale britannique car son état de santé s'était détérioré. Sur les photographies prises mardi par les services de la présidence et diffusées sur les réseaux sociaux, le chef de l'État se tient debout aux côtés des 9 juges de la Cour constitutionnelle, dont la présidente Marie-Madeleine Mborantsuo, qui a été reconduite dans ses fonctions. En octobre, Ali Bongo Ondimba, réélu en 2016, aura passé 10 ans à la tête du Gabon, pays pétrolier d'Afrique centrale, où il a succédé à son père, Omar Bongo, qui dirigeait le pays depuis 1967. La justice zimbabwéenne a rejeté ce mercredi une demande de la police qui tentait d'empêcher un médecin et syndicaliste enlevé la semaine dernière dans des conditions obscures de se rendre à l'étranger pour s'y faire soigner. Les autorités ont pour ordre de libérer Peter Gabriel Magombei immédiatement ou, en tout état de cause, dans l'heure qui suit la réception de cette décision, a tranché en fin de journée un tribunal de Harare. Plus tôt dans la journée, le gouvernement s'est défendu ce mercredi de retenir contre son gré le docteur Peter Magombei. La veille, la police l'avait empêché de sortir du pays malgré le feu vert de la justice. Président du syndicat des médecins hospitaliers, le docteur Magombei a disparu le 15 septembre à Harare et est réapparu 5 jours plus tard à une trentaine de kilomètres de là, totalement désorienté selon ses proches. Aucune information n'a été révélée sur son état de santé, mais des proches ont suggéré qu'il avait été torturé. Le syndicat des médecins hospitaliers a accusé la sécurité d'État de l'avoir séquestré pour avoir organisé une grève toujours en cours des médecins contre la détérioration de leurs conditions de vie. Depuis les émeutes causées en janvier par la hausse des prix du carburant, les ONG accusent le régime du président Emmerson Mnangagwa d'avoir enlevé et torturé une cinquantaine d'opposants, membres de la société civile et citoyens qui dénoncent les effets de la crise économique. La force de l'ONU au Mali, MINUSMA, doit avoir un mandat plus offensif face aux djihadistes et l'Union africaine doit être associée à la recherche d'une solution politique en Libye. C'est ce qu'a plaidé le président du Niger, Mahamadou Issoufou, dans une interview ce mercredi. Le dirigeant nigérien, également président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, résume ainsi la position exprimée par ses pairs du Sahel cette semaine à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Sans victoire contre le terrorisme, il n'y aura pas de paix au Nord Mali. Et donc, le mandat de la MINUSMA doit être modifié. Ça ne doit plus être un mandat de maintien de la paix classique, mais un mandat offensif qu'il faut lui donner au niveau du Conseil de sécurité pour qu'elle puisse se battre contre le terrorisme. Cette préoccupation est déjà avalisée par l'Union africaine. L'Union africaine est d'accord avec nous sur le changement du mandat de la MINUSMA. Maintenant, il reste à convaincre l'ONU, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. On ne peut pas régler le problème libyen en laissant à la marge l'Union africaine. Il faut au contraire ramener l'Union africaine au cœur du processus de sortie de crise en Libye. La MINUSMA enregistre des attaques régulières, mais également la mort de soldats des contingents envoyés par les pays dans le cadre de cette mission de stabilisation du Mali. Les présidents du G5 Sahel et de la CEDEAO ont voulu cette réunion comme le point d'orgue de leur appel répété pour plus de soutien financier et politique de la communauté internationale.